Bonjour à tous, la 5e étape du Tour de France entre Vittel et la planche des belles filles. Première arrivée en altitude de ce Tour de France 2017, 5e étape, en compagnie de Laurent Jalabert, de Marion Rousse et de Franck Ferrand, qu'on n'oublie pas bien évidemment parce qu'aujourd'hui, eh bien, au niveau patrimonial, on a une étape très riche également avec ce final dans cet écrin somptueux qui est le versant méridional du massif des Vosges avec donc la planche des belles filles, cette arrivée perchée à 1100 mètres d'altitude qui devient, et ça, je reprends l'expression de Franck Ferrand en préambule, qui est en train de devenir une arrivée mythique du Tour de France, même si c'est la 3e visite seulement du Tour de France à la planche des belles filles. La foule est venue en nombre dans cette ascension longue de 6 km, Marion, une ascension bien, que vous avez reconnue au mois de mai. Vous la connaissez bien, cette planche des belles filles. C'est pas très long, mais c'est pentu. C'est pas très long, mais je peux vous dire que 6 km à plus de 8%, ça paraît très très long. C'est une montée irrégulière et surtout le dernier kilomètre, avec ses passages à plus de 20%, sont vraiment très très durs à couvrir. Il ne faudra pas se mettre dans le rouge, alors ça va être difficile de trouver son rythme, mais si vous vous mettez dans le rouge, et bien derrière vous n'avez aucun passage de récupération, et ça il faudra vraiment en être conscient. Là il fait très beau et même chaud aujourd'hui. Il faut savoir que nous sommes dans une des régions les plus froides de France. Après avoir dit du bien de Luxeuil, je vais me faire des amis, je le sens. Mais non, mais il faut quand même signaler qu'on atteint ici un record national avec de jours de gel. 90 jours de gel par an, s'il vous plaît, en moyenne. Donc il y fait quand même assez souvent froid. Et d'ailleurs, les gelées peuvent atteindre tous les mois de l'année, sauf juillet et août. Vous imaginez ça? C'est bon pour l'apéro, ça, les glaçons. C'est bien. Hein, tu les mets sur la fenêtre et ça marche. C'est bien. Merci pour la promo pour la Franche-Comté, Franck Ferrand. C'est sympa. Mais j'aime bien, moi, quand les territoires un peu gelés le matin, c'est vivifiant. Alors, vous connaissez le Houdou, hein, la région de Mout notamment, cette petite région glaciaire où il fait parfois également très très froid et où il gèle même tous les mois de l'année. C'est arrivé, il gèle tous les mois de l'année à Mout. Oui. Et dans la région. 80 km encore à accomplir donc pour les coureurs. On rappelle la composition du groupe de tête, bien sûr, puisque cette échappée s'est dessinée dès le premier kilomètre. Regardez les premiers attaquants, les deux champions. Philippe Gilbert en tête, Thomas Voeckler, Jan Backlands, Michael Delage, Dylan Van Baarle. On avait également dans cette échappée Edvald Boasson-Hagen, avec également Thomas de Ghent. On les retrouve, mais avec 2 minutes seulement d'avance désormais par rapport au peloton. L'équipe BMC, l'équipe de Richie Porte, ne veut pas laisser trop de champ à ces hommes de tête, à cette échappée qui a compté jusqu'à 3 minutes et 30 secondes seulement, dirais-je, d'avance sur le peloton. Et comme à son habitude, eh bien, c'était la première échappée qui a pu prendre le large. On ne se bat pas pour l'instant depuis ce début de Tour de France pour aller dans les échappées. Ça viendra. Beaucoup de coureurs se disent qu'il faut attendre de passer un massif ou deux pour que les choses se calment, que le classement se décante un peu. Il n'y a pas énormément d'écart et puis surtout les équipes sont encore bien structurées, bien fraîches et ont tout à fait la capacité de revenir quand elles le veulent sur les échappées. Ensuite on y réfléchira peut-être à 2 fois avant de se mettre en route. Du coup, il y a moins de courageux pour tenter l'aventure en début d'étape évidemment. Et puis pour l'instant le parcours ne s'y prêtait pas vraiment. Hein. Non, les étapes pour les sprinteurs, on sait que de toute façon c'est cuit, ils vont contrôler la course, ils ne laisseront qu'une échappée aller au bout. Et l'étape du jour, effectivement, elle pouvait permettre de penser qu'une échappée avait toutes les chances, si aucun coureur classé au général ne se glissait à l'intérieur, toutes les chances d'aller au bout. Alors aucun n'est vraiment dangereux pour ce qui est du classement général à Paris, mais Boasson-Hagen est 4e à 16 secondes, donc le maillot jaune, il l'avait dans un petit coin de la tête sûrement en se glissant dans cette échappée. Et pourtant, voilà, il y a cette arrivée difficile, importante, que l'on ne veut pas sacrifier. Quand on veut gagner le tour, aujourd'hui, il faut essayer de creuser l'écart un petit peu. Et la bonification à l'arrivée, je pense qu'elle importe également, notamment Richie Porte. Et puis ça non joue, seulement à gagner, mais aussi à prendre la bonif. Et puis ça joue 3 arrivées seulement en altitude cette année. C'est ça. C'est vrai que des occasions de creuser les écarts sur les adversaires directs, il n'y en aura pas tant que ça. On peut perdre le tour tous les jours, mais à quel endroit vont-ils pouvoir le gagner? Et c'est pour ça qu'on annonce justement un tour plus ouvert, avec un profil plus pour attaquants. Et un contre-la-montre à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Marseille, qui aura peut-être un caractère décisif cette année si les écarts sont faibles à la sortie des Alpes. Parmi les hommes de tête, bien sûr, on l'a remarqué, c'est Thomas Voeckler, mais qui n'a plus que 15 jours à vivre, un peu plus de 2 semaines à vivre dans la peau d'un coureur cycliste professionnel, puisque sa carrière s'arrêtera sur les Champs-Élysées le 23 juillet au soir, le soir de l'arrivée du Tour de France. Thomas Voeckler qui a marqué l'histoire du Tour, 4 victoires d'étape, 20 jours en jaune, 10 en 2004,
10 en 2011, une 4e place au général également. En 2011, Thomas Voeckler, un homme du Tour qui vit donc ces derniers instants de coureur cycliste. On va l'écouter, Thomas Voeckler, dont c'est la première échappée sur ce Tour de France. Il y en aura d'autres, on peut l'imaginer. Les étapes de plaine avec la chaleur, on ventile un peu plus. Là, c'est vrai que la fin est accidentée, c'est un euphémisme. Donc déjà, la chaleur, ça va jouer un gros rôle. Et puis, il y aura un début de course très disputé, beaucoup plus que les premiers jours, quoi. Donc voilà, l'étape dans son ensemble, autant hier, à part le final, c'était un petit peu lancinant comme scénario. Autant aujourd'hui, il y aura du sport, je pense, du début à la fin. Et du sport avec Thomas Voeckler et éventuellement dans une échappée? J'aimerais bien. Le problème, c'est qu'il y a plus de 100 coureurs, je pense, à la louche, qui veulent la prendre, cette échappée. Donc l'envie est là, mais comme beaucoup de coureurs, c'est pas un gage de réussite. 100 coureurs, il est allé un peu fort là, Thomas Voeckler quand même. Ils étaient un peu moins nombreux, non, les candidats à l'échappée? Il pensait qu'il y en aurait au moins une centaine. Et d'ailleurs, lui, il a misé sur une attaque. Ça a été le premier à lancer l'attaque. Donc, comme ça, et quand la première échappée est partie, quand le peloton laissait filer les premiers attaquants, on était sûr d'être dedans, quoi. Il pensait qu'il y aurait davantage de résistance de la part des baroudeurs dans le peloton, mais visiblement non, beaucoup de coureurs préfèrent attendre justement que le classement se décante un peu avant de se lancer dans une aventure comme celle-là. Le problème du Tour, c'est que jour après jour, la fatigue elle s'accumule, et les forces, quand elles manquent, elles ne reviennent plus. Donc il faut savoir gérer sur la longueur, sur les 3 semaines. Il faut savoir gérer son physique, le mental aussi, mais le physique surtout. Et du coup, voilà, on voit souvent dans les premiers jours, sur des étapes comme hier, voilà, Van Kessel, que ce qu'il a fait hier, ça va lui rester dans les pattes pendant une semaine. Cette étape aujourd'hui difficile et celle qui va arriver ensuite ne lui permettront pas forcément de récupérer et pas sûr qu'il ait la possibilité ensuite de pouvoir réaliser quelque chose de mieux alors qu'il aura peut-être une meilleure opportunité cette fois d'aller au bout. Bon, voilà, c'est donc une réflexion qu'il faut avoir. Quand on est baroudeur, des opportunités, il y en a 3, 4 dans le Tour, il n'y en a pas 50. Il faut bien cibler les journées où on va être devant. Et si je suis votre raisonnement, Laurent, aujourd'hui, ce n'était pas la bonne journée. Mais bon, qui pouvait prévoir que l'équipe BMC allait mener la chasse comme cela derrière les hommes de tête en même temps? Ça aurait pu l'être, la bonne journée. Oui. Ça aurait pu, effectivement. Donc, c'était bien vu de la part des 8 à l'avant. Ça aurait pu, d'ailleurs, c'est des coureurs d'expérience. Et s'ils sont partis devant, c'est qu'ils ont bien cru que ça pouvait aller au bout. Mais on aurait également pu penser qu'une équipe de leaders allait peut-être contrôler. Deux minutes 20 d'avance donc pour les hommes de tête par rapport au peloton. Changement de physionomie aujourd'hui, bien évidemment, avec cette première arrivée en altitude. À noter que le massif des Vosges, puisque cette arrivée est située au sud du massif des Vosges, à la planche des Bellefilles, les Vosges, premier massif traversé par les coureurs du Tour de France, avant le Jura, le massif central, les Pyrénées et les Alpes, bien évidemment, pour terminer. Vous parliez de légende locale tout à l'heure, eh bien, il y a une belle légende dans la région, celle des 7 chevaux. Il y a un petit lac, enfin un lac d'ailleurs, qui fait quand même presque 8 hectares, qui s'appelle le lac des 7 chevaux. On raconte que des jeunes gens assez un peu légers avaient poussé pour s'amuser, bêtement, ils avaient poussé des chevaux dans le lac et ils les avaient forcés à se noyer dans le lac. On a vu tous les 7 chevaux disparaître comme ça pendant 2-3 heures, un peu plus de 3 heures, et puis ils ont fini par réapparaître à la surface. On ne savait pas s'ils étaient morts ou vivants, ces chevaux, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne portaient plus de fer à leurs sabots. Merci Franck pour cette mise en bouche. Nous, on attend maintenant, bien sûr, la légende de la planche des Bellefilles, mais on va patienter encore un petit peu. Oui, on n'y est pas là encore, on n'y est pas. 70 km avant le pied de la montée vers la planche des Bellefilles. Je le disais donc, changement aujourd'hui de parcours avec cette première arrivée en altitude. Les sprinters, bien sûr, vont disparaître du paysage, même s'ils sont tous dans ce peloton pour l'instant. Avec le héros d'hier, regardez Guillaume Van Kersbulk, l'homme qui a consommé 16 000 calories. Marion, 190 km d'échappée. En discussion avec Tony Martin qui tout à l'heure était à la voiture médicale puisqu'il a chuté lors de la 2e étape et qui a du mal un peu après cette chute. Et Guillaume Van Kersbulk reste bien au chaud aujourd'hui, il n'est pas reparti à l'avant.
Les sprinteurs donc ne seront pas à l'honneur aujourd'hui, mais on ne va pas se priver d'un petit plaisir. On va retrouver le magnifique sujet d'Arnaud Matteoli consacré à la victoire hier d'Arnaud Démare qui a déclenché une vague d'euphorie, d'hystérie même au sein de la formation FDJ. Regardez, écoutez, surtout c'est un joli moment de télévision et de sport. Allez mon doudou, allez! Lorsqu'une mise au point sur l'asphalte d'un Picard de 25 ans déclenche le bonheur suprême. Arnaud Démare troque son maillot tricolore pour celui que tous les sprinteurs de renom convoitent. Le maillot vert, symbole de puissance. De quoi ravir Marc Madiot, son manager de toujours. Me fais pas mal. Merci. C'est bon ça. Merci. Merci Marc. C'est beau comme ça. Ouais. Merci de m'avoir mis des mecs autour de moi. C'est normal, attends. Ça va pas faire mon job pour moi. Allô, allô. Ouais putain c'est bon ça. Moi je pense à vous. Ouais je t'embrasse papa. Je t'embrasse. Bisous, merci. Merci, bisous. Arnaud Démare continue sa tournée de remerciements. Le privilège des grands, mais surtout la reconnaissance du travail de tous. Oh non, non, bravo, putain, on est content. C'est génial. Ouais, c'est bon ça. Putain, c'est top. Les mecs, ils sont super contents. Ah ouais. C'est bien, gamin. Félicitations. Génial. Il est bon, il est bon. On va essayer de monter pour demain. Ah bah oui. Ouais. Parfait. Avec la disqualification de Peter Sagan, Arnaud Démare peut rêver de ramener son tout nouveau vélo vert jusqu'à Paris. Bravo les gars! Une chose est sûre, le Picard se rappellera longtemps de sa mise au point face au Cador lors du sprint de Vittel. D'autres n'oublieront pas sa mise au vert dans les deux sens du terrain. Merci pour votre confiance. L'objectif c'est d'en gagner, on l'a fait. Et voilà, demain on arrive chez Thibaut, donc on va lui faire confiance et puis il en aura. Merci les gars. La victoire d'Arnaud Démare, revue par Arnaud Matteoli. Merci Arnaud pour ce très beau sujet. Beaucoup d'émotions dans les rangs de la FDJ hier et beaucoup d'espoir également pour Arnaud Démare. L'espoir de ramener le maillot vert sur les Champs-Élysées 22 ans après Laurent Jalabert. C'est ça Laurent, vous êtes le dernier Français à avoir ramené le maillot vert sur les champs. 95. 95. Oui, il n'y en a pas d'autres après peut-être, oui. Je sais pas. Ah non, je crois pas. Non. On a beau chercher, non, on ne trouvera pas. Ben, c'est possible, hein. Il y en a eu d'autres à essayer en tout cas. Et Arnaud a cet objectif en tête, c'est vrai qu'il est bien parti, c'est important. Après, effectivement, on n'est pas encore à Paris, hein. Il peut se passer beaucoup de choses, on l'a vu hier. Hein. Malheureusement, c'est vrai que ça peut vite tourner au vinaigre pour un sprinter. Donc il faut rester sur ses gardes toujours, et puis jour après jour, être présent dans la lutte avec ses adversaires directs dans ce classement. Alors, il peut se passer beaucoup de choses alors que nous sommes au pays de la cerise, mon cher Franck Ferrand. Sûr, puisque nous sommes à Fougerolles. D'ailleurs, vous savez que depuis 2010, le kirsch de Fougerolles est une appellation d'origine contrôlée, une AOC. Le kirsch, c'est donc de l'eau de vie de cerise, bien sûr. Alors, il y a toutes sortes de distilleries ici. Il en reste une dizaine aujourd'hui. Non, pardon, il en reste 4 en activité. 4, mais dites-vous qu'il y en avait une quarantaine aux alentours de 1900. Et quand en 1915, on a interdit l'absinthe parce qu'elle créait des ravages et elle était devenue un véritable fléau social, eh bien certains se sont reportés sur les alcools de cerise et notamment sur un alcool qui est devenu par la suite un apéritif, notamment un apéritif pour dames, mais pas seulement, parce qu'il était assez sucré, c'est ce qu'on appelle le guignolet. Eh oui. Alors on peut visiter un musée, hein, c'est un écomusée, c'est dans l'ancienne distillerie Simon, qui nous montre à quoi ressemblait une maison de maître au milieu du 19e siècle. Et après cette pause alcoolisée avec cerise, l'alcool de cerise, oui, cette pause cerise, mais avec également les dérivés de la cerise et notamment le kirsch. On va revenir sur le sprint d'hier. Attention, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Regardez le sprint hier à Vittel avec les caméras embarquées. Ça va déménager, c'est parti.
Voilà, il fallait avoir le cœur bien accroché dans ce sprint, mais également pour regarder ces images, Laurent et Marion, qui sont plus que spectaculaires. C'est violent même. Hein. On comprend mieux pourquoi ça tombe. Le temps de réaction, vous l'avez vu, il est vraiment infime. Au moment où ça tombe devant, au moment où ça freine, au moment où un coureur commet une erreur, on est directement dessus. Donc, pas le temps simplement parfois même de mettre les mains au frein qu'on est déjà par terre. Donc oui, c'est spectaculaire effectivement. On dit souvent de toute façon que dans les 200 derniers mètres, les sprinteurs doivent débrancher le cerveau. Regardez, on revoit bien sûr l'image de la chute de Mark Cavendish et de ce mouvement du coude opéré par Peter Sagan. Alors, Laurent, Marion, on ne vous a pas posé la question encore, en tout cas je ne l'ai pas fait depuis le début de l'étape. Selon vous, la disqualification, la mise hors course de Peter Sagan est-elle sévère, est-elle justifiée? Selon moi, oui, elle est justifiée. Il y a une faute. Ou on considère qu'il n'y a pas de faute et Peter Sagan est encore en course, ou on considère qu'il y a une faute, et alors il faut qu'il y ait sanction. S'il y a sanction, elle ne peut pas être autre, hein, quand même. Il y a un geste malheureux. C'est vrai que c'est le champion du monde. C'est vrai que Sagan, c'est un coureur extraordinaire qui donne énormément de plaisir, mais on le voit là, quand même. D'un coup de coude, c'est dégage. Dégage, c'est impardonnable, je suis désolé. On a mis des coureurs dehors pour moins que ça. Mark Renshaw, il y a quelques années, parce qu'il avait simplement donné, enfin c'était déjà grave, mais... Oui, c'est impressionnant aussi. Hein. Il avait donné des coups de casque comme ça quand il cherchait à garder la roue. Julian Deal, oui. À Julian Deal, voilà, il cherchait à garder la roue de son coéquipier pour amener le sprint à Cavendish. Il avait fait tomber personne, mais on l'avait renvoyé à la maison pour geste dangereux. Alors si là, c'était pas un geste dangereux, on s'en sort bien. Hein. Cavendish, il est comme il est. Certains disent oui, mais Cavendish, il est pareil. Peut-être, c'est vrai. Entre eux, les sprinteurs, on l'a vu tout à l'heure, hein, lors de l'interview, ils se sont pas tirés dans les pattes. Hein. Mais je trouve que ce geste-là, en fait, il était sanctionnable, il a été sanctionné justement, à mon avis. C'est dommage que ça tombe sur Sagan, encore une fois, parce que c'est un coureur qui donne beaucoup au Tour de France et se priver d'un champion du monde, c'est dommage, mais on ne peut pas faire de poids de mesure. Voilà, il a commis une faute, c'est malheureux pour lui, mais il a manqué de sang-froid. Et puis ce qui m'a dérangé surtout, c'est qu'il a mis ce coup de coude, et ensuite il ne s'est même pas retourné, il a continué à faire son sprint. Et s'il avait gagné, il aurait levé les bras, comme s'il n'a rien été. Donc ça, c'est un peu dérangeant quand même. On va écouter Yvon Sanquer, le manager de la formation Cofidis, qui est plutôt d'accord avec Laurent Jalabert concernant la mise hors course de Peter Sagan. Écoutez. Là, je pense il s'est laissé emballer par l'émotion, par le stress. C'est pas le Sagan qu'on a l'habitude de voir. Donc après, voilà, bon, c'est vrai que ça doit être très dur pour lui, c'est très dur pour son équipe. Maintenant, je pense que le pouvoir sportif est là pour faire respecter une règle. Elle est la même pour tous. Je pense qu'ils ont jugé que c'était trop, quoi, et trop dangereux, notamment pour les adversaires. Il y a quand même eu des chutes marquées. Ça aurait pu vraiment mal se finir. Oui, ça aurait pu mal se finir. Marion, votre avis sur la mise hors course de Peter Sagan hier, après ce geste d'adrénaline ou geste intentionnel à l'encontre de Mark Cavendish? C'est ça le plus important, à savoir si c'est un geste intentionnel ou si c'était juste un réflexe. Parce qu'on voit aussi Mark Cavendish qui essaye de passer à un endroit où il n'avait pas la place. Et c'est vrai que Peter Sagan qui sort ce coude, oui, il y a faute. Mais de là à déclasser, c'est vrai que la sanction est lourde. Mais il y a des commissaires qui sont présents pour prendre ce genre de décision. Hein. Ça n'appartient pas du tout à ESSO de prendre ce genre de décision. Donc c'est bien un jury des commissaires qui a mis longtemps d'ailleurs à se décider, plus de 2 heures pour donner cette mise hors course. Ce qui a peut-être plus dérangé également, c'est qu'il y a une autre chute à 1,5 km de l'arrivée avec Guardini. Et malheureusement, c'est Peter Sagan qui déjà vient donner le coup de coude et qui passe entre les deux coureurs de la FDJ. Et ça commence à faire beaucoup. La veille, André Greipel s'était plaint du comportement. On la voit, hein, cette image avec Peter Sagan, regardez, qui va s'intercaler entre les deux coureurs de la FDJ. Et ça passe pas malheureusement pour ce coureur qui derrière ça va s'empiler. Donc c'est vrai que ça a commencé à faire beaucoup pour Peter Sagan. André Greipel la veille s'était plaint aussi d'un geste du champion du monde. Mais voilà, le champion du monde, il est tellement agile sur son vélo qu'il ne s'en rend peut-être pas forcément compte. Voilà, ça a été une décision dure à prendre. Et puis il y a des antécédents. Hein. En début de saison, beaucoup de coureurs se sont plaints également du changement de comportement de Sagan, qui avait balancé dans Garde-Velgem un coup de poing à un adversaire. Bon, c'est pas forcément l'image qu'on veut retenir de ce coureur, évidemment. Mais alors, je reprendrai après.
Allez, on va écouter Vincent Lavenu justement qui nous donne son avis sur l'exclusion de Peter Sagan et un jugement que Vincent Lavenu trouve un petit peu sévère. Pour moi très sévère. Si j'ai bien décortiqué les images par image, et pour moi Sagan n'a pas fait ça de manière intentionnelle. Il a tout simplement cherché à retrouver son équilibre quand Cavendish est venu s'engouffrer dans la petite porte qui restait. Bon, il faut savoir qu'à ce niveau-là, les sprinteurs sont faux furieux, hein. Ce sont des garçons qui veulent absolument passer à tout prix. Et je pense qu'il y a 50-50 au niveau de l'erreur entre Cavendish et Sagan. Et en voulant passer absolument, il est venu toucher le flanc de Sagan qui, pour se rééquilibrer, a sorti le coude. C'est pas le coude qui a fait tomber Cavendish, donc je trouve que la sanction est très sévère. Voilà, pour résumer, donc le Tour de France privé de l'un de ses personnages emblématiques, le champion du monde, Peter Sagan. On est triste, hein, forcément. Forcément, parce que Peter Sagan, c'est quelqu'un qui nous met le feu dans le peloton. C'est un grand champion qu'on adore. Donc forcément, nous, ça nous rend triste de ne plus l'avoir et bien sur les routes du Tour de France. C'est dommage. C'est dommage, mais moi je pense que c'est justifié. La délibération a été longue parce qu'il y a à la troisième infraction, normalement on peut mettre le coureur dehors. Donc elle a peut-être été longue parce qu'on a mis du temps à comprendre que ce qui est arrivé à 200 mètres de la ligne, ça s'était déjà presque produit à 1,5 km et puis que c'est pas la première fois que ça arrive sur ce tour, puisqu'hier déjà il était montré du doigt par d'autres. Donc peut-être qu'à un moment donné les commissaires ont voulu dire voilà, circonstances exceptionnelles, nous on prend une décision qui nous appartient et qui peut être prise et qui est exceptionnelle. On ne sanctionne pas la troisième faute, on sanctionne à la première de façon très dure pour montrer l'exemple aussi. Et on montre que même un champion du monde doit avoir un comportement exemplaire. Et Nasser Boigny avait été déclassé pour moins que ça, hein, à la classique d'Hambourg. Oui, il avait remporté son sprint. À cause d'une toute petite vague sur Caleb Ewan, effectivement. On ne va pas refaire l'histoire, mais il est bon, c'est vrai, parfois de se souvenir des précédents. On va marquer une petite page de pub et puis on revient bien sûr très vite sur le direct de cette 5e étape du Tour de France entre Vittel et la planche des Belles Filles. À tout de suite.